fait, donc l'idée, voilà, je explique un petit peu aux gens en t'attendant, c'est qu'on parle de neuroatypisme, c'est-à-dire qu'on parle de différentes facettes des gens. Les gens qui nous regardent sont invités à nous poser plein de questions. J'ai dit aussi que nous n'étions pas spécialistes, mais qu'on savait des petits bouts de choses qui permettaient d'un peu de répondre. Et notre propos de fond, c'est de parler du fait que c'est complètement idiot de mettre des gens dans les cases, voire même de parler de pathologie, parce que les connaissances qu'on commence à avoir un peu de partout tordent un peu le cou au mot pathologie, déjà. Et puis, ils font même apparaître que certains traits de personnalité sont même génétiques, c'est-à-dire ça existe depuis très longtemps. C'est donc dans ce cas-là, on définit l'humain et on n'est pas en train de parler d'un cas isolé que l'ensemble de la société se permet de juger. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, cette question de toute façon de la normalité, de la norme à notre époque, est une question assez épineuse puisque c'est aujourd'hui que ça veut dire grand-chose, que les normes sont davantage socioculturelles, en tout cas en termes de comportement, d'attitude, etc. Mais pour autant, beaucoup de gens ont encore cette idée que ces normes qui ont été acquises par l'école, dans la société, etc. Non, non, c'est le cerveau, on est comme ça, on doit être comme ça, et quelqu'un qui rentre pas dans ces fameuses cases, euh, il y a un souci, il y a un problème, il faut le faire rentrer de force, ou alors il est rejeté, marginalisé, etc. Et aujourd'hui, il y a encore ce problème-là, alors que les connaissances scientifiques nous permettent facilement de dire que non, il y a des différences. Il y a des différences au niveau de l'attitude, du comportement, de la différentes intelligences, différents modes. La sociabilité, le rapport que chacun a avec l'autre n'est pas forcément quelque chose d'identique en fonction des individus, bien que ce soit une construction. Bref, la notion de norme aujourd'hui, Alors, essayons un petit peu peut-être de la casser. alors justement, je me permets d'intervenir puisqu'on a une personne qui nous pose une question et qui parle justement des intelligences multiples, à savoir qu'en est-il de la théorie des intelligences multiples de Gardner. C'est une question de Brucicor02. Hey, salut, Prosika. Je dois y répondre? Bah, Alors vas-y, toi peut-être on aussi. peut tous y répondre. Alors après, à mon niveau, je dirais que les intelligences multiples, en France, on est un petit peu à la traîne pour en parler. D'autres pays le font beaucoup mieux que nous. Très clairement, c'est une évidence. Après, mon point de vue, c'est que les intelligences multiples, je suis complètement d'accord là-dessus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il y a différents types d'intelligence. Les intelligences multiples en définissent un certain nombre. Après, peut-être qu'il y en a d'autres également. Mais on ne peut pas, en effet, se contenter de dire qu'il n'y a que les intelligences actuelles qu'on connaît. Le système éducatif en France a tendance à négliger un petit peu, malheureusement, les intelligences multiples, ce qui pose pas mal de problèmes. J'en reparlerai très certainement un petit peu plus tard, d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est vrai que on a un petit peu de mal, en France surtout, je trouve, à aborder le sujet de l'intelligence, des intelligences multiples. Moi, je dirais que, en fait, sur la partie intelligence, justement, on ne prend pas les choses par le bon bout. Il y a en France des chercheurs qui bossent assez bien justement là-dessus. C'est-à-dire que on ne parle pas euh, de type d'intelligence, mais bien de fonctionnement du cerveau. Qui va fonctionner différemment chez l'un ou chez l'autre et être plutôt sur un axe ne suppose pas que les autres ne sont pas et que c'est pas une interaction permanente. En fait, on est, je pense, plus sur une sorte de chaudron bouillonnant et de temps en temps, il y a une facette où des gens qui vont toujours avoir peut-être le même type de bouillonnement qui va se faire, mais il y a de tout. C'est le fonctionnement chimique qui compte et pas euh, c'est le fonctionnement chimique qui compte et pas de, encore une fois, de cataloguer. Bah, il y a une image que j'aime bien prendre lorsqu'on parle de cerveau, d'intelligence. Bah, c'est l'image enfin, c'est la représentation de l'informatique. Il y a un hardware.
le cerveau, voilà, il y a le matériel qui est là. Il y a un OS, donc un système d'exploitation, qui déjà n'est pas le même chez tout le monde, avec un cerveau qui peut paraître identique, en tout cas sur un simple IRM, l'exploitation est tout à fait différente. Et il y a des softwares, des logiciels qu'on peut installer, qu'on peut construire, que certains ont très rapidement, d'autres pas du tout. Ce qui fait, c'est un petit peu comme un ordinateur. Si vous avez une tour informatique, plusieurs tours informatiques identiques, mais que vous avez des OS différents avec des logiciels différents, bah forcément, le traitement sera pas le même, les fonctions ne seront pas les mêmes, et on verra des ordinateurs qui seront spécialisés d'un côté, etc. Donc, on oublie cette dimension-là et on voit aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent que le cerveau, bah, c'est le cerveau, entre guillemets, matériel. Ils oublient que c'est davantage l'organisation, les fonctions cognitives, etc., qui font qu'on va exploiter d'une manière ou d'une autre lorsqu'on est en train de traiter des informations. Et faut bien nuancer les deux, justement. Et pour rebondir sur cette histoire d'intelligence, il y a aussi un autre problème, c'est la question du QI. C'est-à-dire qu'on a une représentation aujourd'hui de l'intelligence qui se limite à ce qu'on appelle le quotient intellectuel et qui est donc mesuré. D'ailleurs, lorsqu'on fait passer des tests de QI et différents tests d'intelligence, c'est pas les tests de QI qui passent à TF1 ou sur M6, hein, c'est pas ça, hein, ça faut oublier tout de suite. Euh, en plus il y a différents batteries de tests. Le QI est très intéressant au niveau individuel, avec un suivi, avec des gens qui vont éventuellement faire rentrer ce quotient intellectuel pour un diagnostic plus global, lorsque c'est fait par des psychologues, par des psychiatres, etc. Par contre, ce qui est du n'importe quoi, c'est lorsqu'on considère que le QI reflète l'ensemble de l'intelligence et qu'on pourrait, par exemple, prendre le QI de quelqu'un et le comparer à quelqu'un d'autre et dire, bah, lui, il est plus intelligent qu'un autre, etc. Ce qu'on voit malheureusement encore aujourd'hui avec des études au début des années 2000 de chercheurs anglais dont j'ai oublié le nom, Lead et Van Halen, voilà, je m'en souviens, qui ont voulu classifier les différents QI, en fonction des populations, en fonction des pays, pour faire des comparaisons. Ce qui est quelque chose déjà, d'un Hum, point de vue méthodique, ouais. de complètement débile parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Donc déjà, sur le plan scientifique, c'est zéro pointé. Et ensuite, quand bien même ils auraient pu avoir les résultats, c'est pas le cas, hein. Ils peuvent pas avoir les résultats de certaines régions du globe, c'est pas possible. Quand bien même, ce Ah, n'est les pas endroits, ils sont signifiant. vraiment trop cons, donc c'est pas possible. Non, mais oui, et pourtant c'est quelque chose qui Non, fait mais référence. du coup, enfin, quand je dis ça, c'est que du coup, je fais référence à la culture populaire. Parce que du coup, je fais un peu référence aussi à la vidéo que tu avais faite. C'est que forcément, l'étranger est de toute façon très con. Mm, Il est plus con que nous. Donc, comme il est plus con que nous, forcément, on va lui donner des trucs qui ne sont pas les mêmes critères que nous. Euh, voilà. exactement. Et c'est l'étude en question. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les Occidentaux et les Asiatiques, ça va, l'intelligence moyenne autour de 108, un peu plus, etc. Et après, quand on va sur la partie sud du globe terrestre, notamment l'Afrique, ça descend en flèche. Problème, ces pays, ces données, il les a eues où? Il a fait des extrapolations qui n'ont aucune valeur. Et ensuite, quand bien même il y aurait eu des tests de QI, il faut aussi l'adapter en fonction de la culture, etc. Donc, enfin, tout ça pour dire, c'est du bullshit Tu veux dire que complet. les Africains, ils se démerdent mal avec une pelle à neige et c'est un manque d'intelligence. Bah, et c'est cette représentation-là, bah, on arrive justement sur la question de tout à l'heure, Ouais. on en arrive justement à vouloir plaquer notre représentation de l'intelligence dans nos cultures, dans différents pays, etc., comme si on devait imposer ça, c'est de l'intelligence, ça, c'en est pas. Et pour revenir à la question, les intelligences multiples, eh bien, on perd. Bah, concrètement, ça pourrait être quoi? Bah, oui, il y a l'intelligence rationnelle, mais est-ce qu'on ne devrait pas considérer que d'autres modes comme de l'empathie, comme la capacité à une personne de manière extrêmement rapide saisir des émotions de l'autre, etc., est-ce qu'on devrait écarter ça de l'intelligence? Ça serait absurde. Donc on voit qu'on peut pas juste cantonner l'intelligence à faire des maths, parler correctement, tout ce qui est verbal et linguistique. Ça va au-delà. Il y a tout ce qui est social, il y a tout ce qui est ce qu'on peut appeler parfois l'intelligence émotionnelle, etc. Donc c'est très vaste. Qu'est-ce que
tu connais, toi, qui est sur ce sujet dans l'enseignement, de ce que tu vois, de la façon dont ce que les gens ont en tête, en fait, pose comme norme par rapport au type d'intelligence ou la quantité d'intelligence, etc. Malheureusement, ce qu'on voit en France, c'est que les gens sont assez limités dans leur conception de l'intelligence. Et moi, je vois plus ça au niveau scolaire de par mes diverses activités, mais très régulièrement, les enseignants, aussi bien que des parents, pardon, s'imaginent simplement que parce qu'un élève a de mauvaises notes en mathématiques, en français ou autre, il est en retard, qu'il a une intelligence qui est inférieure à celle de ses camarades. Et malheureusement, c'est ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire baser uniquement l'intelligence sur des choses comme la logique mathématique, la capacité à écrire, voilà, on ne peut pas se limiter à ça. Il y a d'autres choses, comme le relationnel avec les autres, qui malheureusement n'est pas pris en compte. En tout cas, très très peu chez nous. Mais les Canadiens qui, par exemple, eux, sont quand même plus en avance par rapport à nous, Une trentaine d'années à peu près. tout à fait, voilà, juste ça, c'est pas grand-chose, hein. D'ailleurs, je crois qu'on doit être à peu près les derniers, hein, si je puis me Oui. permettre, en Europe par rapport à ça. Mais quand je vois la Suisse, simplement, hein, qui fait mieux que nous aussi, de toute façon, c'est vrai que c'est assez attristant. Mais pour revenir sur pas la Belgique, pardon, mais le Canada, voilà, eux, depuis très longtemps, ils prennent en compte les intelligences multiples. Ils font de gros efforts par rapport à ça et ils ne centrent pas l'intelligence d'un enfant sur ses capacités à solutionner un problème mathématique, à résoudre une équation, à résoudre forcément un problème, sa capacité à rédiger un texte. Non, ils vont au-delà. Et ils ne cherchent pas d'ailleurs à définir l'intelligence de l'élève. Ils lui laissent la possibilité de créer ce qu'il souhaite, il y a plus d'ouverture. Et en général, l'enfant va s'exprimer naturellement dans son domaine de compétences. Et si c'est quelque chose qui n'avait pas prévu d'être évalué, ils vont s'adapter. Là où chez nous, c'est un peu plus fermé, un peu plus complexe. Et on va vite reléguer un mauvais élève ou un élève qui n'a pas les capacités, alors que c'est juste qu'en France, on ne le prend pas en compte parce que pour nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas un type d'intelligence, malheureusement. Et c'est très gênant dans le domaine scolaire parce que l'enfant peut se dire je suis plus bête que les autres et à force il va finir par se convaincre lui-même et c'est ce que je trouve un petit peu malheureux, j'ai envie de dire. Mais j'ose espérer qu'on va s'améliorer. On a mis des années avant de reconnaître qu'il y avait certains enfants qui étaient un peu plus en avance. On a appelé ça les EIP, les élèves intellectuellement précoces, bien que le terme ne soit pas vraiment adapté, si je puis me permettre. Ensuite, on est passé au haut potentiel. Voilà, mais haut potentiel, on a utilisé ce terme à tout va dans l'éducation nationale sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. On a demandé à des enseignants de détecter des enfants à haut potentiel, de les accompagner, mais sans vraiment savoir comment les reconnaître. Les accompagner sans vraiment savoir comment faire pour les aider par rapport aux autres. C'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de très complexe. Le Canada. Actuellement, il y a un truc, hein, c'est que un enfant donc qui va être différent des autres sur ce point-là, qui va faire des choses plus rapidement que les autres élèves, la seule chose qu'on a à lui proposer, c'est de sauter entre 1 à 3 classes. 1 à 3 classes, une ça va encore, 3 classes, c'est un bon billet pour le suicide. C'est la grande mode, c'est ça. Et il y a aussi les parents qui en rajoutent une couche souvent et qui disent écoutez, mon enfant, il a eu temps au test de QI, il faut absolument qu'il passe des classes. Écoutez, il peut directement sauter 2 classes, ça posera aucun souci. Mais c'est pas si simple. Bah non. Peut-être qu'il a de très bonnes notes en mathématiques, peut-être qu'il est très fort pour résoudre des problèmes, mais si derrière les relations sociales ou autres, ça ne va pas très bien avec ses camarades, ça risque d'aggraver
ce genre de problème, de le propulser dans des classes supérieures. Mais c'est le qui est problème de la fréquent France. aussi. C'est Pardon? très très fréquent de la part des neuroatypiques en général, hein. Là, on parle des HP, mais des neuroatypiques en Tout à général, fait. d'avoir de base, même avec les enfants de leur âge, quelques difficultés sociales, parce que soit ils sont complètement en décalage, pour les HP par exemple, ils Tout se à sentent en fait. décalage, c'est-à-dire que les intérêts sont pas les mêmes, Ils vont ou rechercher alors pour en d'autres... général la Oui, compagnie de personnes soit plus âgées, qui va partager forcément plus de centres d'intérêt avec lui. Il va s'orienter vers des domaines bien précis et assez poussés, l'astrologie ou autre, donc il va pas forcément s'intéresser aux jeunes de sa classe qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, c'est logique. Et donc le fait de le propulser avec des classes, enfin dans une classe supérieure, on pourrait s'imaginer résoudre le problème en se disant il va être avec des gens plus âgés, ça va peut-être se passer mieux, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout aussi simple. Et souvent les parents en rajoutent encore une couche parce qu'ils imaginent que leur fils est merveilleux, qu'il est au-dessus de tout, et c'est vrai que les parents, eux, quand on leur parle d'intelligence multiple, ils ont un petit peu de Mais mal par rapport à ça. effectivement, sur le neuroatypisme, le problème, c'est excluant par rapport aux autres. C'est ça. La difficulté aussi, c'est la volonté, éventuellement, de la personnalité, de la personne concernée, pardon, de vouloir ressembler aux autres. Donc du coup, ça va donner des choses très compliquées, y compris des enfants effectivement HP qui vont essayer de passer pour les andouilles finies ou la personne qui va taper tous les autres pour montrer ouais moi je suis costaud et surtout on ne parle pas de cerveau. Ça va donner aussi des gens qui se sentent exclus parce qu'ils ne comprennent pas comme les autres ou parce qu'ils n'ont pas les mêmes émotions que les autres. Et alors ça, il y a un truc dont on ne parle pas du tout en France. On est en retard, mais on se croirait à l'époque des saignés, quoi. On ne parle pas du tout d'émotion. Or, l'émotion est quelque chose d'essentiel. Je dirais que c'est même un axe autour duquel tournent toutes les facettes de l'être humain. Il y a généralement, les gens effectivement qui ne sont pas comme les autres. Alors d'abord, ils n'arrivent pas à définir la norme, hein. D'ailleurs, les autres, ils n'arrivent pas non plus, hein. En général, c'est celui qui correspond, qui ressemble le plus à celui ou qui obéit le plus à celui qui gueule le plus fort ou qui tape le plus dur. Déjà, il y a ce sentiment-là de non-appartenance. Et donc, les émotions vont être encore plus fortement ressenties sur toute une gamme. Et grosso modo, ça nous laisse quoi? Est-ce que dans la norme, ça nous laisse des gens qui n'ont aucune empathie, qui sont incapables d'aller vers l'autre et qui, en final, sont même pas des gens intéressants pour l'idée de la société, pour l'idée des autres, parce que c'est juste des grosses brutasses, quoi. Je suis un peu schématique, mais C'est le problème de vouloir mettre des gens dans des cases, hein, voilà. malheureusement. C'est quelque chose qui peut qu'apporter ce genre de conflit, à savoir la personne, elle est comme ça ou elle est comme ça. On peut pas être entre les deux. Donc soit on a de l'émotion, soit on n'en a pas, soit on est empathique, soit on ne l'est pas, soit on est hyper empathique, soit on ne l'est pas du tout, soit on est hyper émotif, soit on ne l'est pas du tout. Et ça peut pas fonctionner. Je reviens rapidement sur des questions qui ont été posées entre-temps, notamment au niveau du QI. Il y a Avogadro, voilà, je ne veux pas me tromper, Avogadro, qui a précisé le QI aurait pas plutôt tendance à refléter la rapidité à résoudre un problème. Le vrai test est chronométré, il me semble, mais un génie qui réfléchit lentement aurait un QI plus bas. Alors, le test de QI, c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'il s'oriente un petit peu vers la logique pour résoudre un problème. Je ne suis pas expert dans ce domaine, mais c'est vrai qu'on peut on peut tout à fait avoir cette image. Après, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler du test il de y QI. a, il y a pas que la vitesse en... Alors, le test de QI, enfin, en tout cas les tests vraiment tels qu'ils sont pratiqués en général, il y a différentes dimensions. Il y a effectivement la vitesse de traitement. Il y a aussi, ben, on parlait de multiplicité, c'est-à-dire par exemple, il faut pas oublier qu'il y a différents tests linguistiques. Et parfois, lorsqu'on vous pose des questions linguistiques sur du vocabulaire, etc., on pourra vous donner tout le temps que vous voulez, à part ça, si vous avez triché dans un dictionnaire. Généralement, ça reviendra à peu près au même. Donc oui, il y a une question de vitesse, mais il n'y a pas que ça, hein, pour le QI, bien sûr. Et
juste, j'en profite avant de passer peut-être aux autres questions. Pour les HP, au niveau justement du parcours scolaire, il y a quelque chose qu'on remarque, c'est qu'il y a de très très nombreux HP qui, parce qu'ils ont ce haut potentiel, parce ils comprennent très vite les choses, s'ennuient à l'école, Oui, se ne désintéresse, trouvent pas leur place à l'école et du coup se retrouve en échec sont en scolaire échec aussi. scolaire. Tout à fait. Ils sont les derniers de quelque classe. chose. Ah bah c'est clair, hein. Donc moi, je peux dire que je suis une THP où ça pose pas mal de problèmes. La vitesse n'a rien à voir avec ça. Donc effectivement, c'est chronométré, mais à la limite, on s'en fout en fait. La- les gens qui sont THP, en fait, c'est une découverte neurologique qui a été faite il n'y a pas très très longtemps, mais il y a quand même un certain temps. On commence à l'intégrer. C'est juste que le cerveau, les deux cerveaux, les hémisphères ne communiquent pas, communiquent différemment. Voilà, on ne va pas prendre d'échelle de valeur, communiquent différemment. Donc en fait, c'est de l'échange d'informations en permanence, plus, je dirais, une boulimie que le cerveau a d'analyser en permanence, de comprendre, de recueillir de l'information et de la traiter. Et c'est sur la vitesse de ce traitement de l'information que va se baser, en fait, qu'on peut voir si une personne est HP ou THP. Voilà, c'est sur cette vitesse de traitement. Grosso modo, quand tu es HP, tu es en train de penser à plusieurs choses à la fois. Voilà. Ce qui fait que, en fait, ça donne aussi une capacité. Donc, il y a plein de problèmes, mais ça donne des capacités, et des capacités notamment à dire, il y a un problème, qu'est-ce que j'ai, et d'avoir plusieurs chemins pour le résoudre. Ce qui fait qu'effectivement, on peut retrouver la notion de vitesse parce qu'on est en permanence. Notre cerveau, il analyse tout, il va trouver des solutions même là où il n'y a pas de problème. Et c'est une machine, en fait, voilà, c'est ça. Soit tu as une voiture au démarrage qui éventuellement va faire pouf pouf, soit tu as une voiture qui tourne à fond en permanence. En fait, un des problèmes des HP ou THP, c'est de pouvoir dormir. C'est de fermer les trucs. C'est fermer les dossiers pour pouvoir dormir. C'est une grosse difficulté. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout le problème, en fait, de ce sujet-là. C'est que notre société française voit tout de travers, va baser ça sur la vitesse de traitement, de résolution d'un problème. Et on s'en fout. On n'est pas en train de mesurer si le cheval il court vite ou pas. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est une résultante, mais c'est une résultante de la capacité. Ce qu'on cherche en faisant des tests, c'est de comprendre, si effectivement ce cerveau-là, il fonctionne de cette manière-là. Voilà. Mais là, le fait de chronométrer aussi, tout simplement, d'un point de vue scientifique, c'est pour avoir un cadre et des critères objectifs afin de pouvoir saisir justement, parce que si on n'avait pas de chronomètre, effectivement, il faut toujours un cadre lorsqu'on mesure quelque chose. En fait. Et le temps fait partie tout simplement de ce cadre. Il y a un test il y a une série de tests qui est sur des engrenages. Et en fait, quand tu traites en permanence l'information, ceux qui font pas comme ça vont imaginer l'engrenage, machin, etc. Quand tu traites en permanence l'information, tes engrenages ils tournent, tu les vois, c'est un dessin, ils tournent tout seuls. Tu donnes immédiatement la réponse. Tu vois, c'est vraiment parce que ça fonctionne autrement, c'est tout. Mais c'est pas une échelle de valeur. Parce que quand tu te démerdes dans la société, d'ailleurs, le président américain, que je sache, c'est pas un THP. Hein, il a un gros bouton rouge, mais manifestement, c'est comme pas avec l'intelligence qu'on arrive en haut de l'échelle. Mais c'est sûr qu'il n'est pas dans la norme, lui. Ouais, lui, il est neuroatypique. On peut peut-être enlever le neuro parce que je sais pas s'il y a quelque chose à l'intérieur. Je sais pas, mais c'est pas quelqu'un de typique. Alors, on a une petite question, enfin, une question avec quelque chose de très intéressant à l'intérieur de Sweet Dream, qui nous dit: est-ce bien de cela dont parle Einstein dans sa citation « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera vite sa vie à croire qu'il est stupide ». Ça résume bien la situation. On a aussi des petites illustrations comme ça on peut voir sur Internet, où on demande à un poisson rouge de monter un arbre, à un singe de monter un arbre, à un éléphant de monter un arbre et à un crocodile de monter un arbre. Évidemment, le singe va très bien s'en sortir et les autres vont avoir quelques difficultés.
Et c'est ce qui se passe quand on demande à un élève de résoudre un problème de mathématiques. Il y en a qui y arriveront très bien, il y en a qui y arriveront moins bien. Mais si on leur demande, par exemple, d'échanger avec des autres, c'est pareil. Il y en a qui vont très bien y arriver, d'autres qui auront plus de mal, qui ont plus de difficultés pour communiquer avec les autres. Et c'est ça la complexité pour évaluer l'intelligence de quelqu'un. Ces intelligences, c'est qu'il y en a beaucoup et que des gens sont très bons dans certains domaines, mauvais dans d'autres, mais on ne peut pas se limiter à un seul domaine. En l'occurrence, là, le domaine monter à un arbre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette citation. Et si la question... Oui, voilà, c'est bien ça. La question était est-ce bien de cela dont on parle avec la citation d'Einstein. Pour moi, oui, clairement. Ça résume bien la situation, tout à fait. Oui, ça montre bien qu'il ne faut surtout pas plaquer justement certains critères qui permettraient de définir l'intelligence à tous, puisqu'effectivement, en fonction de chacun, ça change. Et sans oublier, et là je pense aussi à l'école, lorsqu'on évalue des élèves, euh, il y a beaucoup de déterminants qui font que les individus vont brider leur intelligence. Et ça n'a rien à voir avec leur potentialité, avec le fait qu'ils aient un bon, un mauvais QI, enfin, etc. Déjà, ça ne veut rien dire, bon, mauvais QI. C'est parce que justement, ils ont intériorisé certaines normes qui va les brider. Je vais prendre un exemple très simple. Ce sont des recherches qui sont menées depuis plusieurs années. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard dans des vidéos. Euh, donc des études qui ont notamment été menées en France. On a fait passer des tests. Donc c'est une étude en psychologie sociale. Donc il y a des échantillons. C'est très méthodique, hein, c'est très sérieux. On a fait passer des tests à plusieurs enfants de collège avec des groupes de garçons, de filles mélangées, etc., pour voir justement s'il y avait une différence de résultats, de score, dans des exercices de mathématiques entre les filles et les garçons. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un groupe avec des filles et des garçons, ils leur ont dit, vous allez passer un test de géométrie. Vous allez devoir créer, composer une figure géométrique. Et dans d'autres groupes, ils ont donné le même exercice, mais vraiment le même, hein, en tout point, sauf que c'est la présentation qui est différente. L'exercice a été présenté de la manière suivante. On vous donne un exercice de dessin. Vous avez une figure de dessin à réaliser. Et ensuite, donc, ils ont obtenu donc, les différentes figures. Ils ont regardé les résultats. Qu'est-ce qu'on constate? Dans le groupe où on a présenté l'exercice de mathématiques, on a les garçons qui réussissent mieux que les filles. Donc, dans l'exercice de géométrie. Dans le groupe où on a présenté l'exercice comme un dessin, les filles et les garçons réussissent tout autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le premier exercice, c'est pas du tout une question d'intelligence. Ça ne veut pas du tout dire que les garçons sont plus intelligents ou sont meilleurs en géométrie que les filles. Ça montre bien que nous avons des déterminants socioculturels, en ce qui concerne ce cas, le fait que les filles ont intériorisé l'idée qu'en sciences, en mathématiques, elles étaient moins douées que les garçons, d'où l'intelligence qui a été bridée, alors que lorsqu'on leur demande de faire la même chose dans le dessin, il n'y a aucun problème. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Il y a beaucoup de gamins, tout à l'heure tu disais des enfants qui intériorisent leur échec dans l'éducation, on appelle ça l'effet Pygmalion. C'est-à-dire que si on cesse de répéter à un gamin t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, qu'importe, enfin déjà ça se dit pas, hein, mais qu'importe les raisons, le gamin va véritablement l'intérioriser et va considérer qu'effectivement en maths, bah, il est nul, en philo il est nul, en telle matière il est nul, et il va réaliser ce jugement que tous les adultes lui ont donné. Et là, on voit qu'on n'est absolument pas dans l'intelligence, on est dans un problème social, culturel, éducatif, dans des normes et des représentations qui brident l'intelligence. C'est justement d'ailleurs ce qu'avait dit Bruce Icor 02 à nouveau et qui l'avait dit juste avant, mais je n'étais pas intervenu pour lire sa question, mais il en parlait justement avec n'y a-t-il pas un fort risque d'effet Barnum et d'effet Forer, pardon si je le prononce mal, avec tous ces intermédiaires autour de l'enfant n'ayant pas forcément les formations adaptées et l'effet Pygmalion justement Voilà. que j'ai oublié de nommer. Voilà. Alors, il y a un truc aussi qui se passe, c'est que quand un enfant est HP,
en fait, il va avoir un problème avec les gens qui l'environnent, qui éventuellement ne le sont pas. Donc, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Il y a des parents qui ne supportent pas que leurs enfants soient plus intelligents qu'eux, donc vont les rabaisser en permanence. Et là, ça va se baser sur l'âge, etc. Enfin, je suis le parent, tu es l'enfant. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a une incompréhension mutuelle, parce qu'il y en a des qui comprennent plus que d'autres dans cette histoire-là. Et ça pose des problèmes. Donc, en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des HP qui travaillent à être le plus bête possible. C'est-à-dire que c'est un travail de fond, il se ferme aux émotions, ils se conforment à des normes qu'ils pensent être, et puis ils ferment leur esprit. C'est une sorte de suicide mental. Voilà. Ou Mais alors ils deviennent cyniques et misanthropes. Euh, Ça, c'est aussi le résultat d'un long parcours à force d'être exclu ou d'avoir des difficultés justement à s'intégrer. Et ce qui peut, à défaut, comme tu disais, de fermer leur esprit en termes d'intelligence, eh bien, les amener à utiliser leur intelligence pour des choses pas très jojo. Voilà. Et puis on peut aussi quand même parler, comme tout à l'heure je parlais de suicide, c'est la principale cause de mortalité des gens qui sont HP. C'est insupportable, et plus on va projeter un enfant dans un environnement affectif qui n'est pas le sien, donc typiquement quelqu'un qui va avoir 3 ans d'avance ou je ne sais pas quoi, et plus c'est difficile, et plus la personne n'est pas prête à affronter notamment tout ce qui est autour de la relation amoureuse, tout simplement. Et donc effectivement c'est assez grave parce que c'est une perte de repère complète en fait, entre ce que les adultes attendent de l'enfant, entre ce que la société à un moment dit sous forme de l'éducation nationale, ah bah vous êtes voilà, donc il va falloir faire ça, ça, ça et ça et ça, et ça ne prend pas du tout en compte les différentes facettes de la personnalité d'un enfant. Ça base tout sur Et l'exercice de maths. il y a aussi, quand tu parles d'intégration, difficultés sociales, etc., on a beaucoup parlé d'HP jusqu'ici, mais lorsqu'on parle de neuroatypisme, de manière très large, on pense aussi aux autistes. Oui, Et les autistes ont cette même problématique, je pense notamment aux Asperger, peut-être qu'on pourra développer l'autisme tout à l'heure, qui ont des problématiques très proches, voire identiques, pas de la même manière, mais en tout cas les questions et les problèmes sont les mêmes, en termes d'intégration notamment, euh, des difficultés sociales. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, non seulement ils ont du mal à s'intégrer, en plus, euh, généralement, les résultats ne suivent pas forcément. Beaucoup ont, à un moment de leur scolarité, un échec scolaire. Et on sait très bien, pour les Asperger, très souvent, c'est pas une question de manque d'intelligence. C'est même pour beaucoup d'Asperger, au niveau intelligence, il n'y a aucun problème. Parfois, il y a même des Asperger HP, H potentiel. Et ajoutons à cela, mais je ne sais pas si c'est le cas pour les HP aussi, tu vas peut-être nous le dire, au niveau du suivi médical et psychologique, il y a des erreurs de diagnostic monumentales, notamment à l'adolescence, où on parlait de normes tout à l'heure, on va vouloir plaquer à des neuroatypiques des choses qui n'ont rien à voir, mm, genre pour des Asperger, schizophrènes, parce que voilà. les Asperger ont des ruminations, et lorsqu'ils sont à l'adolescence, ils ont beaucoup de ruminations sociales, ce qui peut très vite ressembler à une forme de paranoïa, alors qu'en fait, c'est parce qu'ils ruminent, ils ruminent, ils ruminent, ils ruminent, avec toutes les souffrances qu'il y a derrière. Donc, il y a plein d'erreurs de diagnostic, et tu parlais de suicide. Je crois savoir que les Asperger, c'est ce problème-là aussi, il y a des suicides, notamment à l'adolescence. Alors, quand je dis l'adolescence, c'est au sens très large, c'est plutôt la fin de l'adolescence et jeune adulte. Non, mais on peut Donc, même reparler d'Einstein, hein, il n'était pas adolescent quand il s'est suicidé, hein. Si c'est. oui, bah oui, Eh oui, et oui. ça reste toujours l'épée de Damoclès, quoi. Voilà, il y a vraiment ce gros problème dans lequel on revient Voilà. aujourd'hui de vouloir mettre quelqu'un dans une Alors, case et oui, de vouloir considérer que être neuroatypique est un problème, et donc on va lui mettre un diagnostic qui serait, par exemple, un trouble psychique, un trouble psychologique, avant même d'envisager la possibilité
éviter qu'ils soient HP, qu'ils soient autistes, etc. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose en fait qui est en train de se. Donc moi j'ai eu un chiffre pro. J'ai pas travaillé sur le sujet de l'autisme, mais en tout cas avec avec les Américains et les Canadiens ont vachement travaillé là-dessus et on arrive à ils arrivent à un chiffre de 85% de la population qui, est qui ont des versants autistiques. Ouais. Et par ailleurs, il y a une autre chose aussi, c'est que l'autisme fait partie des grands courants génétiques. Alors, où est-ce qu'elle est la norme là? J'ai un petit peu du mal à comprendre. Moi, je suis quand même en train. Il y a d'autres trucs aussi. Il y a les borderline, les HP. Il y a du génétique, les borderline, ils sont génétiques, les maniaco-dépressifs, c'est du génétique. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir, en fait, au travers du neuroatypisme, que de même qu'il y a des... alors, c'est pas au même niveau, hein, mais de même qu'il y a des résus différents, il y aurait aussi de multiples facettes sur la manière dont le cerveau vie existe et qu'il serait peut-être temps de se pencher sur l'interaction entre ces différentes facettes plutôt que d'aller poser une norme et tout ce qui n'en est pas, norme qu'on n'arrive pas à poser. J'aurais tendance à penser qu'elle a été posée par toute la société judéo-chrétienne au moment où c'était sympa au 19e de classer les gens. Et que c'était effectivement un bon moyen de contrôler les gens dans la société, de les tenir, etc. Mais ça fout la merde, ça n'a rien à voir avec l'esprit humain. Enfin, j'ai un peu cette impression. Enfin, c'est mon sentiment en fait. C'est pas un peu, c'est mon sentiment. Ce qui se passe quand on est en retard, je parle pour la France, quand on est en retard et qu'en plus on connaît pas trop le domaine, eh bien on prend une échelle de mesure, on va dire les gens qui sont entre telle et telle, on va dire, étape psychologique qui sont dans telle case, entre telle et telle étape psychologique qui sont dans telle case. On a créé 2 cases, c'est parfait. Et le problème, c'est que quelques années plus tard, on se rend compte qu'il n'y avait pas que 2 cases, qu'il y avait beaucoup plus d'aspects. Et le problème, c'est qu'on a toujours nos 2 cases et qu'on n'a pas, j'ai envie de dire, vraiment envie de chercher plus loin. Et c'est plus facile de mettre les gens dans des cases que d'essayer de comprendre tous les aspects de la psychologie humaine. Et malheureusement, les Canadiens, eux, l'ont compris, nous, un peu moins. C'est pour ça qu'ils sont un peu en avance. 30 ans d'avance, en effet, comme ça a été précisé. Et on voit que leur système scolaire fonctionne beaucoup mieux. Et on parlait de suicide tout à l'heure. Au Canada, il y a beaucoup moins de suicides. Je ne vais pas m'avancer à citer des chiffres qui pourraient être faux. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ont beaucoup moins de problèmes liés au suicide et au mal-être des jeunes au niveau de leur scolarité. Tout simplement parce qu'ils sont moins fermés que nous. Et donc forcément, les élèves qui sont un peu plus différents et qui vont être atypiques, qui vont être donc neuroatypiques, qui vont être HP, tous ces gens-là vont avoir une sensation d'être mieux intégrés, là où chez nous, ils se sentiraient rejetés, ils développeraient un mal-être, découlerait de cela un échec scolaire, ce qui va encore aggraver la situation. Et en général, c'est ensuite une boucle infernale qui ne peut pas se corriger d'elle-même s'il n'y a pas un effort qui est fait aussi des personnes qui sont autour. Et vu qu'on ne maîtrise pas bien la situation, qu'on ne connaît pas trop, on essaye de faire parfois, mais on fait mal aussi en France. C'est le problème et c'est pour ça qu'il y a autant de suicides. Ouais, mais en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, hein, on n'est pas les seuls, oui, tout à fait. Je prends l'exemple de la France, on parle de la France puisqu'on est en France. Mais il y a le problème justement de devoir justement commencer à adapter un peu mieux, que ce soit dans la pédagogie, l'éducation en général, en fonction des gamins, en fonction de cette psychologie qui, par définition, n'est pas normée, est très complexe. Singulière, ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer des gens dans une case. C'est pas près d'arriver. Je ne veux pas être pessimiste, mais je vais expliquer pourquoi. Tu disais tout à l'heure, on a 2 cases, entre guillemets, la norme et ce qui ne fait pas partie de la norme.
ce qui ne fait pas partie de la norme, soit on l'exclut du système éducatif, par exemple, ou alors on va essayer d'adapter un petit peu, histoire de dire qu'on essaie de faire quelque chose, alors que tous les parents qui ont justement des enfants neuroatypiques savent très bien que les adaptations sont souvent insuffisantes et parfois sont presque de l'ordre de l'esthétique, lorsque c'est officiel en tout cas, puisque après c'est eux qui vont faire une démarche personnelle pour essayer d'adapter le meilleur pour leurs enfants. Alors pourquoi je dis que ça ne changera pas de suite? C'est parce que y a des raisons politiques, en tant qu'enseignant, tu connais la problématique. On a des classes qui sont de plus en plus surchargées. On a de moins en moins de personnel. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, je prends mon cas, on se retrouve face à 35 élèves par classe. Il y a pire, j'ai déjà eu des classes à plus de 40 élèves au lycée. Donc, quand bien même on arriverait, on rattraperait les 30 ans de retard du Canada, comment peut-on adapter quoi que ce soit lorsqu'il y a un prof face à 35 élèves, en essayant de prendre en compte la diversité et la singularité de chacun? Ce n'est pas possible. Et donc, tant qu'il n'y aura pas eu un travail et un effort politique, je parle vraiment politique, sur le fait qu'il faut arrêter de faire cette grande usine où on va essayer de mettre 35 élèves dans des normes, et c'est pour ça qu'il y a des normes. Parce qu'on ne peut pas gérer des classes de plus de 30 élèves en prenant en compte leur singularité. Ouais, Donc, mais la norme, elle est où? Moi, j'ai passé mon enfance à essayer de comprendre c'était quoi la norme. Donc, ok, je jouais pas à la poupée, ça d'accord. En France, c'est assez clair. Mais en fait, voilà quoi, cette norme, c'est une norme qui existe quasiment pas. Peut-être celle qui est dictée par la télé ou le journal télé, je sais pas. Alors, justement, si en fait, on voit à peu près les chercheurs, les sociologues, les psychologues sociaux qui étudient la question arrivent à trouver justement des invariants, notamment dans l'éducation nationale, la manière dont on va éduquer les enfants, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les extravertis seront bien plus valorisés que les introvertis, déjà. Donc, introvertis, hors norme. Extravertis, ça passe. Il faut juste les gérer, mais ça passe. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Tout est fait pour amener les individus. Alors quand je dis tout est fait, on n'est pas dans des logiques genre quelqu'un a décidé en haut lieu qu'on va faire ça comme ça. Non, c'est vraiment quelque chose de culturel, de social, d'idéologique certes, mais il n'y a pas quelqu'un qui pense le truc derrière. C'est pour des raisons historiques. Tout a été fait pour que l'environnement socioculturel justement ne soit pas pris en compte. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en échec scolaire, il a un problème. C'est pas le problème de la classe, c'est pas le problème du prof, c'est pas le problème de ses parents, c'est pas le problème non plus éventuellement s'il y aurait d'autres déterminants, etc. C'est lui le problème, donc c'est l'internalité. C'est pour ça qu'on met des notes de manière assez excluante, je veux dire, aux élèves. Et enfin, on est dans des logiques, et là on le voit depuis plusieurs décennies, dans des logiques où on va laisser de côté toute discipline qui ne servirait pas dans un cadre purement professionnel dans le futur. Donc, voilà, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'il faut être pour être dans la norme? Il ne faut pas être introverti, il faut être un minimum extraverti. Il faut être sociable, mais quand je dis sociable, c'est pas la sociabilité intelligente, c'est la sociabilité minimum normée type entreprise, donc tout ce qui est politesse, etc. et manière de parler pour vendre, et il faut être dans des logiques internes, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas chercher des causes environnementales et sociales, mais individuelles. Ça y est, je dis déjà mon distinction de voix, je tousse un petit peu. Moi, j'ai bien remarqué que le taux d'alcool était très important dans la norme. Ça m'est très vite apparu au niveau professionnel, si tu picoles pas, t'es pas dans la norme. Est-ce que tu avais des questions? Alors, j'ai une question, oui, tout à fait, de Sweet Dream.
qui nous dit donc Rousseau avait raison, c'est bien la société qui favorise l'échec et les difficultés parce qu'elle ne peut s'adapter aux différentes personnalités des individus et préfère imposer des étiquettes. Ai-je tort de penser cela? Alors moi je suis pas d'accord avec toi parce que justement il y a le terme de société et souvent on utilise le terme de société comme si la société, les humains qui la composent étaient différents. Pour moi la société est comme une grande machine avec des grands rouages très compliqués mais qui avance uniquement. Ce sont les humains qui la composent, qui la font avancer à la vitesse qu'ils décident et cette société doit embarquer. Cette grande machine doit embarquer parce qu'il n'y a pas de gens exclus de la société. Ça, je pourrais en parler à un autre moment, mais ce n'est pas le sujet du truc. Mais c'est que cette société doit convenir, faire une place à chacun. Même le SDF fait partie aussi d'une... Il y a aussi une case voilà, dans cette grande machine pour ces gens-là. Mais il est important pour que la grande machine, elle ne casse pas, qu'elle aille à une vitesse qui ne correspond d'ailleurs à personne. C'est-à-dire que si elle va trop vite, ça casse. Si elle s'arrête, eh ben, les humains, ils s'arrêtent aussi. Ça fonctionne pas, donc c'est un tiraillement entre un côté et un autre pour que effectivement quelque chose de médian satisfasse personne, mais fasse le moins de mal possible à tout le monde. Donc c'est pas la société contre les humains, ce sont les humains qui la composent et la vitesse à laquelle ils peuvent bouger, s'adapter. Donc là, on peut le voir tout à fait dans Internet qui bouleverse tout parce qu'Internet va très vite et on voit des choses qui sont contre absolument toute logique ou des gens qui disent non, je refuse l'information. Point barre. Pourquoi? Parce que c'était mieux avant. Et on a des comportements comme ça qui sont extrêmes, non justifiés, et qui sont justement en opposition à la vitesse d'Internet, à laquelle certaines personnes n'arrivent pas à s'adapter, tout simplement. Ça va trop vite. C'est des trucs qu'ils n'arrivent pas à les mentaliser, et donc voilà. Ça, on l'observe bien en ce moment. C'est le problème d'Internet actuellement. Et d'un autre côté, bah, effectivement, si on laisse faire des gens comme nous, effectivement, on va très vite. Il y a des tas de gens qui ne vont pas suivre. Vu que Alors, pour Rousseau, alors, c'est un philosophe que j'affectionne beaucoup. J'adhère pas, bien sûr, je suis pas un rousseauiste, hein, mais j'aime beaucoup sa lecture puisque je la trouve très intéressante à notre époque. Alors, pour faire simple, effectivement, Rousseau prend contre-pied de la philosophie des Lumières, même si on l'intègre dans les Lumières, mais c'est un peu compliqué, puisque les Lumières, pour faire simple, hein, sauf quelques exceptions, considèrent que la société et l'apport technique n'est que positif, n'est qu'un apport pour libérer l'humanité, etc. Il y a Rousseau qui arrive un petit peu comme comme le mouton noir et qui dit qu'en fait, il reconnaît tout à fait l'apport des Lumières, l'apport de la connaissance, etc. Par contre, il ne prend pas tout en bloc. Il explique que le développement de la technique et de la société, qui s'est développé selon sa thèse dès lors que quelqu'un a dit ça c'est à moi, c'est-à-dire que quand on est passé d'un état naturel, pour aller vite, à l'état de société, lorsque quelqu'un a dit ça, ce bout de terre qui était partagé avec tous, et ben désormais c'est à moi, parce qu'il est à moi, on va faire des lois pour me protéger, et du coup, on va installer, la société va progresser pour le meilleur et pour le pire étant justement que ceux qui possèdent au départ ces propriétés-là vont vouloir se les accaparer et garder justement ce pouvoir sur ces petits bouts de terre. Et alors, c'est quoi le rapport justement c'est ce que je pense avoir deviné en écoutant l'exemple de Rousseau, c'est que les progrès techniques nous entraînent justement à vouloir tout normer, à vouloir tout mettre dans des cases, parce que c'est beaucoup plus facile pour l'apport technique et aussi pour asservir. Et Rousseau dit que l'homme risque de s'asservir lui-même à force justement d'être uniquement dans cette technicité. Et l'homme risque surtout d'oublier certaines passions qu'il appelle les passions naturelles, comme la pitié, qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'empathie. Qu'on revient à l'émotionnel, justement. Donc, perte de tout ce qui fait que l'homme est un homme, un être humain, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, avec ce développement technique et social,
où l'homme devient son propre tyran en s'enfermant dans des cases, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai entendu la référence de Rousseau, que je l'ai reliée justement par rapport à la question. Et alors, Rousseau parle pas de neuroatypisme, que les choses soient bien claires. Mais si on devait faire une passerelle libre, en prenant de la liberté, bien sûr, et de manière très anachronique, on pourrait le lire de cette manière-là. Bah, moi, je trouve que, oui, en plus, le mec est mort, donc on peut pas discuter avec lui, ça c'est un problème. Mais, effectivement, bon, la clé de 12, c'était quand même vachement bien et ça a vachement amélioré la vie des gens. Voilà. Et il y en a d'autres comme ça. Et la clé de 12, c'est une norme. C'est une norme technique qui a fonctionné. Mais il y a un truc quand même, quoi. Moi, je pose à ce genre de réflexion. Alors, je me permets de pas être d'accord avec Rousseau. Et voilà, quoi. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, enfin, l'humain, nous, on a survécu et on est en haut de l'échelle alimentaire. C'est pas avec notre carapace, c'est pas avec nos poils, c'est pas avec notre capacité à courir vite. On a que dalle. On est truc, on sait même pas comment on a réussi à survivre, quoi. Tellement on n'a rien du tout pour nous. On crève quand on mange pas, on crève quand on dort pas, on crève. Bref, dès qu'on n'a pas un bon équilibre, c'est foutu. On meurt en très peu de temps. La seule chose qu'on a, c'est notre capacité d'adaptation. Et donc la Oui, capacité d'adaptation. c'est exactement. Pour le coup, c'est ce que dit Rousseau. Rousseau, il appelle ça la perfectibilité. Qu'est-ce qui nous distingue peut-être des autres espèces? Moi, j'aime bien dire à mes élèves, qu'est-ce que l'être humain comparé aux autres animaux? C'est zéro pointé. Il est nul. L'être humain, comme tu le disais, il n'a pas de griffes, il n'a pas de carapace, c'est-à-dire que si on replonge l'être humain dans la forêt et qu'on lui interdit d'utiliser la technique, parce qu'attention, hein, c'est de la triche, hein, la technique, si on lui interdit d'utiliser le feu, etc., c'est zéro pointé. Il ne survit pas, c'est mort. Qu'est-ce qui fait justement jusqu'ici qu'on a réussi à être ce qu'on est aujourd'hui, et donc, c'est-à-dire pas éteint, c'est notre perfectibilité, c'est-à-dire ce que tu appelles la faculté à s'adapter par le développement des moyens techniques, justement. Alors, C'est-à-dire que c'est nécessaire pour nous de développer la technique. bien C'est sûr, nécessaire. mais il n'y en a aucun des trois qui sont présents ici, des gens qui nous écoutent. Moi, on me dit, je t'interdis d'utiliser la technique, mais je lui dis, mais va te faire. Et voilà, hein, parce que c'est ce que je sais faire, donc je vais le faire, c'est tout. Si tu dis à un oiseau, ouais, mais alors tu survis, mais tu voles pas. Et tu vas survivre sous l'eau aussi. Bah non, moi c'est ce que je sais faire, donc non. Ah ben sans technique, on ne survit pas, hein, nous, êtres humains. C'est pas la peine. On ne Ben peut pas non. se reposer sur des facultés innées qu'on aurait dès la naissance, comme les petites bébés tortues qui arrivent à se déplacer toutes seules dans l'eau. Non, ça on peut Bah, pas. notre faculté innée, c'est de réfléchir et de s'adapter. Et ce qui est assez marrant, presque, j'ai envie de dire, c'est que c'est en effet l'adaptabilité qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui. Et aussi bête que ça puisse paraître, hein, c'est cette difficulté à s'adapter qui bloque un petit peu certains systèmes scolaires et le fait qu'on n'aime pas trop le changement et qu'on a peur de changer et qu'on préfère mal faire quelque chose qui se fait depuis longtemps en se disant ça fait longtemps que ça dure, ça peut durer plus longtemps. On préfère continuer comme ça en sachant que c'est pas le meilleur moyen d'enseigner plutôt que de changer, essayer quelque chose de nouveau, même si on sait que ça marche très bien ailleurs, comme au Canada ou autre, il y a plein de choses qui, lorsque j'en parle à des enseignants, des techniques qui sont utilisées dans d'autres pays, me disent mais on ne pourra jamais, ça ne marchera jamais chez nous, je me vois jamais faire ça. Ils ont peur de changer. Et au final, l'adaptabilité, c'est ce qui nous a sauvés, mais il semblerait qu'on ait un peu de mal à adapter le système par Mais contre. peut-être que dans ces cas-là, c'est peut-être pas. C'est peut-être des dinosaures en fait, hein. Ça doit être ça, je pense. On n'est pas dans la bonne race animale, du coup, Il c'est des semblerait dinosaures que qui c'est s'occupent ça. des humains, hein. Il y a un souci Ah d'autres bah, questions. ouais, mais on est très conservateur là-dessus, au sens propre du terme, parce que pourquoi on ne veut pas s'adapter? Quand je dis on, c'est à des grandes échelles, je veux dire. Parce que prendre en compte cette neurodiversité, prendre en compte la multiplicité d'intelligence, impliquerait à long terme une mutation de la société. Forcément. C'est pour cela d'ailleurs que les sociétés sont différentes entre les pays qui ont déjà changé leur système éducatif. De toute façon, c'est simple. Changer
l'éducation nationale, par exemple, en France, je dis pas de faire des réformes de gadgets comme on en a depuis des décennies. Je ne parle pas de ça, mais changer radicalement l'éducation, c'est changer la société. Puisque Oui. forcément, les gamins qu'on va avoir tout de suite, là, bah, c'est eux qui vont faire la société dans 20 ans. Donc, selon le mode d'apprentissage, de pédagogie qu'ils vont avoir, la réception et le contact qu'ils auront avec les autres enfants, les autres adultes, ça va générer une autre société. Et je crois que c'est peut-être pour ça que ça bloque, parce que c'est en politique, c'est une bombe. Euh, c'est presque appuyer sur le bouton Révolution en marche. C'est pour ça que je parlais de raisons politiques tout à l'heure. Je crois que pour des raisons politiques, économiques, et aussi parce qu'on a quand même une mentalité pas très jojo qui consiste à dire l'éducation c'est pas top, mais tant qu'on arrive à tenir à peu près la population en laisse, tant mieux. Parce qu'on est dans cette idée-là, euh, ça bouge pas. Donc on est vraiment dans un problème qui dépasse simplement l'éducation, qui est politique, idéologique et sociale. Moi, au niveau politique, c'est vrai qu'on y arrive un peu, mais il y a un truc que j'ai commencé à réfléchir dessus, en fait, c'est sur le baby boom. C'est-à-dire que moi, j'ai un truc bizarre, en fait, dans ma vie. Effectivement, j'ai plus 25 ans. Et en fait, j'ai commencé à être active très vite. Hein. J'ai pas été une enfant longtemps. Donc quoi, à 12-13 ans, je faisais déjà des trucs d'adulte du genre trucs politiques, enfin en tout cas défense de l'environnement, ce genre de choses. Donc ça fait un long parcours. Et en fait, j'ai vu que là maintenant, ils commencent à déserter le truc parce qu'ils commencent à crever. Mais c'est les mêmes vieux cons qui avaient quand j'étais ado et qui a maintenant, il y a une longévité d'une classe d'âge dominante qui est extrêmement prégnante. Et il y a des trucs comme ça. Enfin, voilà, ils ont fait toute leur carrière, ils sont les plus nombreux, et puis et donc ils ont dicté tout le temps. Donc là, on va arriver à un changement, parce que là, effectivement, ils commencent vachement à mourir. Mais on voit et l'adaptabilité justement des gens qui ont été qui les ont rejoints, etc. Enfin, la suite qui est beaucoup moins nombreuse, parce qu'évidemment, du coup, se replonge là-dedans. En permanence dans cette façon, dans cette peur, notamment par exemple la peur de l'informatique. Oh là là, il y a un ordinateur, mais à quoi sert le prof? Oui, c'est dangereux de mettre un ordinateur dans les classes. Enfin, je me La peur des rappelle. portables, des téléphones portables. Et les téléphones portables, c'est incroyable, il ne faut Ça, pas c'est jouer. catastrophique. Le jeu, c'est dangereux, etc. Mais ça sort d'une autre époque. Voilà, mais voilà, c'est ça. C'est vraiment, au niveau politique local, par exemple, hein, le maire, l'adjoint au maire, c'est les mêmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est toujours le même clic en fait. Et alors, de temps en temps, t'en as un plus jeune, mais il fait pareil. Il fait pareil. Là, en ce moment, il y a un mouvement, effectivement, des gens bah, à peu près mon âge qui commencent à dire oh, faut arrêter de déconner là, parce que les prochains vieux, ça va être nous. Et vous croyez qu'on faisait quoi? Hein? Non, on était punk, merde. Alors, tout le monde imagine, voilà, on est à une génération qui a, grosso modo, qui parle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale en permanence. Et donc, c'est comme si toute une partie de la population avait été mise de côté, jeune en permanence, donc dangereux. Ce qui fait que je pense qu'au niveau de la France, on a vraiment un problème de ce côté-là. Juste technique. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question? Ouais. Alors, sinon, il y a aussi Sweet Dream qui nous remercie là-dessus pour nos différents points de vue. Et donc, la dernière question de Poilichon, c'est ça. Est-ce que la normalisation de notre société ne nous pousse pas dans le gouffre en cas d'effondrement de notre civilisation? Une question qui... Moi, je pense que les geeks, on est prêts. On se prépare en permanence au post-apo, que les autres crèvent. Moi, personnellement, je développerai un business de PQ parce qu'il apparaît qu'en cas d'effondrement, le PQ est une richesse importante. À finir là-dessus, c'est pas mal. Alors, moi, je dirais plutôt que c'est l'idée de l'effondrement de notre civilisation qui maintient et renforce les normes présentes. Oui, c'est... Il y a suffisamment eu d'études là-dessus. Oui, puis tu as travaillé là-dessus Vicis est en aussi. train, alors Vicis est en train, je pense à ses travaux, je vais peut-être pas en dire trop, puisque c'est pas encore publié, mais elle travaille notamment sur la question du fait d'être mis face à un danger comme la mort, comme la fin d'une civilisation, ce genre de choses. Et en fait, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on a un discours politique, par exemple, notre civilisation est menacée, etc., ça va renforcer, figer
les normes. Donc j'ai presque envie de dire, pour répondre à la question, mais de manière un peu détournée et un peu bizarroïde, euh, qu'il faudrait que notre adaptabilité dépend justement du fait qu'il ne faut surtout pas avoir à l'esprit que nous courons à notre perte euh, et que notre civilisation est en train de mourir, parce que là, on reprend sans doute des instincts naturels, où on va défendre notre territoire, parce que c'est ça le processus, hein, défense du territoire, parce qu'on se sent menacé, et donc fixation des normes. Et c'est ça, paradoxalement, la menace, c'est de voir des menaces. Mais Ah, c'est- la menace est menaçante. Voilà. il n'y a rien de plus idiot. Effectivement, la société et la civilisation est en train de changer. Oui, bien sûr, mais ça, enfin, je veux dire, l'ASF le dit tout le temps. Enfin, c'est même, je crois, acquis pour tout le monde. Une civilisation, une civilisation qui communique est une civilisation planétaire. C'est là qu'on va, non? Il n'y a plus les Incas, il n'y a plus les Mayas, et il n'y a plus, et il y a plus les Occidentaux. Bien sûr, c'est ce changement-là qui est en train de s'opérer. Mais c'est un changement naturel, de toute façon. C'est complètement évident, quoi. Donc il y a ça, mais c'est vrai que d'inculquer la peur, et avant, ils n'avaient pas peur, peut-être. Et voilà, alors peut-être ils avaient moins de gens qui leur disaient t'as peur surtout, t'as peur. Voilà, peut-être ils se disaient ouais, bon, j'ai peur, mais j'ai froid, faut que j'aille couper du bois, donc on parlera de peur plus tard. Là, pour l'instant, ce que je veux, c'est juste pas crever de moi avec mon environnement. Alors que maintenant, on dit des trucs à base voilà, du grand méchant monde. Hein. Et tout le monde et peur, c'est pareil. Enfin, c'est peur irraisonnée qu'on inculque chez les gens. J'inciterai tout le monde à réfléchir à très bien. Les gens qui vous ont fait du mal, c'est qui? Hein? C'est des migrants qui viennent de Syrie qui n'ont rien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une peau qui est différente? Non, celui qui vous a plus fait du mal, en général, c'est quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un de votre famille, c'est quelqu'un qui a eu vos charges, votre éducation, c'est un petit camarade de l'école, et là, si vous voulez, on peut parler sexualité, pour tout ça, et pour tous les gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles, eh bien, on va retrouver des gens dans l'entourage proche. Alors, voilà, cette peur irraisonnée, elle sert à autre chose. Elle sert souvent à faire des campagnes politiques, hein, tout simplement, mais elle n'a rien à voir avec la réalité. Et que le péon qui était dans son champ ou dans sa forêt à couper du bois, ce qui l'intéressait, c'était de survivre à l'hiver. Et voilà. Ou à la maladie. Mais en tout cas, il se prenait pas. Alors évidemment, il se prenait chaud avec le village en face, et la peur de l'étranger, c'est quelque chose de profond chez l'humain. N'empêche que concrètement, ça donnait ça. Alors que nous, de quoi est-ce qu'on peut avoir peur, si ce n'est de nous-mêmes? Et encore, la peur de l'étranger, j'ai envie de dire, à d'autres époques et dans d'autres cultures et civilisations, l'étranger, alors je prends l'exemple de l'Antiquité gréco-romaine, puisque les Grecs et les Romains nous apprennent parfois certaines leçons pour notre époque. Tout n'est pas bon à prendre, bien sûr, mais celle-ci, je la trouve très intéressante, c'est que le voyageur, le migrant, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, était potentiellement un dieu déguisé, et qu'il fallait donc bien prendre soin de lui dans l'Antiquité gréco-romaine. Parce que si on ne prenait pas bien soin d'un voyageur, même qui avait un look un peu débraillé, sent pas très bon, tout ce que vous voulez, donc vous imaginez l'extrême absolu, il faut toujours prendre soin de lui car c'est potentiellement un dieu. Et il y a un exemple, le migrant le plus célèbre, vous le connaissez peut-être, et vous l'avez peut-être pas à l'esprit, c'est Ulysse. Ulysse est peut-être le migrant le plus célèbre. Et quand vous regardez dans l'Odyssée, donc il se balade dans tout le bassin méditerranéen, il est accueilli, etc. Selon justement cette tradition gréco-romaine. Alors je ne sais pas si elle était respectée dans les faits, mais en tout cas les mythes, les histoires le présentaient, donc ça restait quand même une représentation et une leçon morale, en tout cas à l'époque. Ulysse était un migrant qui, parce que justement il était accueilli, a pu continuer son périple et retrouver Pénélope. Donc, moi j'ai envie de dire, sur les migrants, prenons l'exemple des Grecs. Comme disait Spinoza, l'homme est un dieu pour l'homme. Chaque migrant est potentiellement un dieu. Voyez-le comme ça. Voilà.
Bon, on va peut-être devoir finir alors Un tout petit peu, oui, avec je un mot de pense. On fin voit le temps qui on a un clignote. compteur qui clignote pour nous rappeler qu'on a légèrement débordé, mais c'est pas grave. Alors, je voulais juste te dire que suite à ça, bah, la partie suivante, c'est la partie qui, je crois qu'on va parler jeux vidéo. Donc, eh bien, c'est le moment où moi je vais aller me coucher, vous restez. Il y a des chances que je repasse aussi aux jeux vidéo. Voilà. Moi, je suis prêt pour le jeu vidéo, hein. J'ai ma tasse. Donc en fait, bah, l'idée c'est juste de parler JV parce que bah, c'est pas de critiquer des jeux, d'avoir une analyse très sérieuse, etc. C'est juste de dire, moi j'ai joué à ça, c'était cool et voilà, ou il y a tel truc, il y a tel actu qui est sympa ou autre. Du coup, moi je vais sortir puis je vais aller chercher ceux qui ont dit qu'ils participaient. Donc je vous les envoie puis je vous laisse commencer. Je vais me réhydrater également et je Je repasse vais après. faire de même aussi. Je vais vous Ok. laisser avec ma cafetière derrière quelques instants. Voilà, réhydratation. Salut! Voilà, bah, du coup, moi les gens, je vous retrouve demain à 10 h. Non, 11 h. Je vais aller dormir et faire du ménage partout. À tout à l'heure.